Alors bonsoir à toutes et à tous. Nous reprenons notre cycle Histoire et Mémoire. Et pour poursuivre ce cycle, nous avons pensé cette année intéressant de s'intéresser plus à l'écriture de l'histoire. Aussi, il nous a paru particulièrement opportun de demander à Enzo Traverso de venir nous parler du livre qu'il a publié en 2011 à la découverte, l'histoire comme champ de bataille, interpréter les violences du XXe siècle. Il a accepté et nous le remercions vivement. Alors, historien et essayiste, professeur de sciences politiques à l'université de Picardie, Enzo Traverso a particulièrement travaillé sur les Juifs et l'antisémitisme moderne, le nazisme et la Shoah, mais aussi les liens complexes entre marxisme et judaïsme, le totalitarisme. Alors, je ne citerai pas tous ces ouvrages, quelques titres cependant. Les Juifs et l'Allemagne à la découverte en 1992, la violence nazie à la fabrique en 2002, le passé mode d'emploi, histoire, mémoire, politique à la fabrique en 2005, à feu et à sang, la guerre civile européenne 1914-1945 chez Stock en 2007 et avec une réédition chez Pluriel Hachette en 2009. Alors, proposer une réflexion sur l'écriture de l'histoire nous paraît faire partie des missions d'une bibliothèque municipale. Il s'agit de s'interroger sur ce qu'on demande à l'histoire, quelque chose qui ne soit ni un tribunal, ni une simple commémoration. Il s'agit de s'interroger sur ce grand retour à la mémoire, étudié en France il y a déjà une vingtaine d'années par Pierre Nora, et sur les conséquences de ce retour sur la façon d'écrire l'histoire. Ce livre dont nous allons parler est une traversée du champ historiographique et des interprétations qui ont pu être données des guerres, du communisme, du fascisme, des violences, des génocides, des exterminations. Cette traversée, elle se fait dans la lignée de la pensée de Walter Benjamin, une pensée d'histoire qui se situe du point de vue des vaincus, une histoire qui parle du passé comme de ce qui constitue une tension fructueuse avec le présent. Ainsi, cette traversée de l'histoire du XXe siècle sera pleine d'enseignements, j'en suis sûre, et nous aidera aussi dans notre réflexion pour dessiner le futur du XXIe siècle, futur dont nous devons être des actrices et des acteurs. Et comme vous le disiez dans un entretien à Vox Poetica, l'écriture de l'histoire doit entrer en résonance avec des tentatives à l'œuvre dans la société qui ont pour dessein d'inventer, de transformer, de changer, de penser un autre monde possible. Donc merci de nous aider à réfléchir à tout ça. Merci. Bon, merci beaucoup pour cette deuxième invitation à Lyon pour présenter mes livres et discuter avec vous. C'est avec un grand plaisir que je l'ai accepté et que je suis là. Je tâcherai de ne pas être trop long et prolixe dans mon introduction, de façon à laisser un peu de place à des questions, à un débat. Il s'agit d'un ouvrage, comme vient d'être dit, qui est un recueil d'interventions sur des querelles, des débats historiographiques contemporains. Il y a le fascisme, le nazisme, le communisme, la Shoah, les diasporas, le colonialisme, certaines interprétations globales du XXe siècle qui ont été publiées au cours de ces dernières années. Mais le fil conducteur de ce livre, c'est une vaste question qui reste ouverte. Comment peut-on aujourd'hui, à ce début du XXIe siècle, écrire l'histoire du siècle qui vient de s'écouler? Comment on écrit aujourd'hui l'histoire du XXe siècle? D'où ce titre, l'histoire comme champ de bataille, qui, à mon sens, a une double signification. L'histoire comme champ de bataille, parce que l'histoire du XXe siècle est une histoire de guerre, de conflits, de violence, aussi de génocide. Et l'histoire comme champ de bataille parce que ce siècle qui vient de s'achever
est un champ de bataille pour les historiens. Elle fait l'objet d'interprétations contradictoires, conflictuelles, de tensions. Disons, pour aller vite, avec une formule que j'aime bien, fait l'objet d'un usage public du passé. Un usage public du passé qui est toujours, qu'on le veuille ou non, inéluctablement, un usage politique. Et donc, repenser, interpréter l'histoire du XXe siècle signifie questionner le rapport que nos sociétés contemporaines, dans le présent, établissent avec le passé, leur propre passé, le passé du monde, d'un monde qui devient et qui est devenu au cours du XXe siècle un monde global. Et cela, inévitablement, ne peut que susciter des tensions et des points de vue contradictoires. Donc c'est un peu sur cet ensemble de mutations que j'ai essayé d'écrire et sur lesquelles je me suis un peu arrêté. Alors, parmi ces mutations, j'en ai détecté 3, au moins, qui me paraissent fondamentales, qui m'intriguent, hein, pour utiliser la formule. La première, je l'appelle le retour de l'événement. Le retour de l'événement. Nous avons, au cours de ces 2 dernières décennies, en quelque sorte redécouvert l'événement. L'événement avec son autonomie, l'événement avec toute sa force éruptive et parfois aussi destructrice, l'événement avec sa dynamique propre, l'événement comme une bifurcation de l'histoire, comme quelque chose d'inattendu, souvent de soudain, de foudroyant, l'événement comme quelque chose qui ne s'inscrit pas, disons, dans une causalité déterministe et qui ne peut pas être interprété, comment dirais-je, dans une sorte de téléologie, hein, comme si l'histoire avait sa propre finalité et l'événement s'inscrivait tout naturellement dans un enchaînement logique et cohérent de faits. Eh bien, l'histoire du XXe siècle est l'histoire aussi d'événements qui étaient inattendus et qui ont bouleversé l'histoire. Jusqu'à la fin du XXe siècle, pour utiliser la périodisation de Eric Hobsbawm, jusqu'à la chute du mur de Berlin, jusqu'à la fin, jusqu'à l'écroulement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, eh bien, nous vivions dans un contexte où les événements étaient en quelque sorte congelés, où les événements, de par l'ordre du monde, étaient figés, ne pouvaient pas se déployer dans toute leur potentialité. Je donne un exemple pour rendre peut-être plus clair mes propos. Pendant la guerre froide, pouvaient se dérouler des événements qui polarisaient l'attention de l'opinion internationale, mais c'était souvent des événements auxquels on assistait impuissant, parce qu'ils s'inscrivaient dans un ordre du monde qui apparaissait figé. Le printemps de Prague
pendant l'été 1968 en Tchécoslovaquie, l'effet de la Hongrie, la crise des missiles à Cuba, bref, des événements qui pouvaient, mais qui étaient contenus d'une certaine façon. L'histoire de la guerre froide, c'est aussi les grands nœuds de la... C'est des événements qui précisément ne sortaient comme des sortes d'anomie, disons, de cet ordre qui avait été fixé. C'est pendant la guerre froide, à cette époque où le monde semblait un peu figé, paralysé, congelé, que l'historiographie et les sciences sociales, l'historiographie en particulier, était dominée par l'idée de la longue durée. C'est l'époque, l'hégémonie du structuralisme. Fernand Braudel avait élaboré son idée de la longue durée comme une histoire cumulative, une histoire presque géologique, avec des strates qui vont de la géographie à l'histoire matérielle, la démographie, l'économie, et puis bon, les mentalités, les cultures et les mentalités qui se superposent. Et dans cette vision de l'histoire, l'événement occupait une place très, très marginale. Selon la définition qui est devenue célèbre de Braudel, l'événement était l'écume superficielle que les grandes vagues des océans portaient et l'écume qui ne pouvait que se dissoudre. C'était une agitation de surface. Mais l'histoire, c'était pas cela. L'histoire, c'était ce mouvement des grandes vagues qui... Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, on n'a pas évacué la longue durée, qui reste une dimension fondamentale de l'histoire, mais on a réhabilité l'événement, on lui a restitué sa place et on lui a aussi restitué son autonomie. L'histoire du XXe siècle, de la Grande Guerre à la Shoah, par exemple, voilà toute une série de tournants qui ont modifié le cours du monde et de l'histoire et qui étaient, comment dire, qui ont pris une dynamique propre et parfois, c'est le cas de la Shoah notamment, qui ont avec une violence concentrée et une rapidité foudroyante en quelques années, ont renversé des tendances qui s'étaient installées dans la longue durée pendant plus d'un siècle. Bon, c'est peut-être aussi dans ce contexte d'un monde instable qui est le nôtre, qu'on repense le passé avec un regard et dans une perspective nouvelle. Le 11 septembre 2001, voilà un événement qui a modifié un peu l'histoire. Il y a eu 2 guerres qui sont nées dans la suite et qui étaient quelque chose qui, bien sûr, a ses causes. Tous les événements, évidemment, ne sont pas dus au hasard et on peut a posteriori, rétrospectivement, saisir les prémices de tous les événements. Mais voilà quelque chose qui aurait pu aussi ne pas se produire ou qui aurait pu avoir d'autres... Et donc on pense l'histoire comme un chantier ouvert, effectivement, comme un champ dans lequel voilà, il y a des phénomènes qui se produisent, mais il n'y a rien d'inéluctable. L'histoire est un lieu, un espace ouvert dans lequel ce sont les acteurs de l'histoire qui font l'histoire. Une autre grande tendance qui se dégage aujourd'hui, on la présente parfois comme la naissance d'une nouvelle discipline, c'est ce qu'on appelle dans la world history, dans le monde anglo-saxon, c'est la naissance de l'histoire globale. L'histoire globale. Et l'histoire globale, qui correspond à l'époque de la mondialisation et de la globalisation, est quelque chose qui, me semble-t-il, est très intéressant et qui
constitue effectivement un regard nouveau sur le passé. L'histoire globale ne signifie pas abandonner l'histoire. Je viens d'apprendre qu'on présentera ici dans quelques semaines un grand projet, un chantier d'histoire de France, une nouvelle histoire de France. Donc l'histoire globale ne signifie pas abandonner l'écriture de l'histoire, des histoires nationales, mais signifie écrire différemment les histoires des différents pays, et signifie s'affranchir aussi d'un observatoire national et d'un récit national comme traditionnellement on l'avait conçu. L'histoire globale, ce n'est pas l'histoire comparée, qui est la juxtaposition de différents segments d'histoire nationale qu'on met l'une à côté de l'autre. Ce n'est pas non plus l'histoire de la relation internationale comme on l'a fait dans les départements des sciences politiques. L'histoire globale est la tentative de repenser le passé, de décrire, de reconstituer le passé, aussi le passé d'une nation, d'un pays particulier, à partir d'un observatoire global, c'est-à-dire en essayant de saisir les croisements, les transferts qui peuvent être d'ordre matériel, économique, mais aussi intellectuel, scientifique, l'histoire du XXe siècle comme l'histoire des diasporas, des migrations, comment alors l'histoire globale, je ne donne qu'un exemple qui concerne mon pays, l'Italie. Alors comment au tournant du XXe siècle, à l'époque de la grande vague migratoire qui conduit des millions de paysans italiens d'aller vers les États-Unis ou l'Amérique latine, par exemple, la notion, dans l'imaginaire collectif, la notion de l'Italie n'est pas qu'un pays méditerranéen, est aussi une réalité atlantique. L'histoire globale nous permet de saisir cette... par exemple, l'histoire globale laisse la place à un regard postcolonial sur toute une série de pays et leur histoire. Le cas de la France me paraît un des plus intéressants de ce point de vue. Bref, c'est un regard nouveau que l'on peut porter sur le passé. Et même l'histoire des idées du XXe siècle, qui a été l'objet de plusieurs de mes recherches, de mes livres antérieurs, l'histoire des idées du XXe siècle ne peut pas s'écrire seulement à partir d'un observatoire national. L'histoire des idées du XXe siècle, si on ne veut pas la faire au sens traditionnel du terme, comme une espèce de... sur la base d'une vision un peu cléricale ou platonicienne des idées, comme si elles avaient une vie propre. L'histoire des idées est ancrée dans des mutations sociales et culturelles qui sont globales. Et puis un troisième élément qui est plus lié un peu à ce cycle de conférences, me semble-t-il, l'émergence de la mémoire. L'émergence de la mémoire, et évidemment c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a désormais, on fait l'histoire de la mémoire. La mémoire constitue un véritable chantier historiographique. Mais je crois qu'au cours de ce dernier quart de siècle, au moins de ces 20 dernières années, ou 25 dernières années, la notion de mémoire s'est installée au centre de l'espace public. C'est une notion qui est devenue une notion même galvaudée, qui est utilisée et abusée
dans les médias, la notion de mémoire s'est installée au centre des sciences sociales, du travail des chercheurs, et au centre aussi de l'historiographie. J'avance l'hypothèse selon laquelle on aurait assisté au cours de ces 2 dernières décennies à, pour reprendre la formule classique, un changement de paradigme. On est passé de la société à la mémoire. La notion de société qui était centrale pour l'écriture de l'histoire il y a 30 ans, eh bien maintenant c'est la mémoire qui est au centre de ce débat, tout au moins pour ce qui concerne l'histoire contemporaine. Et évidemment, la première manifestation de cette tendance est apparue ici en France, avec les lieux de mémoire de Pierre Nora, mais c'est un phénomène bien plus vaste. Peu après, aux États-Unis, il y a eu les travaux de Yerushalmi, en Allemagne, les travaux de Aleida Assmann, en Italie, Snenghi et bien d'autres. Bref, c'est une tendance générale qui s'est développée et qui fait que aujourd'hui, histoire et mémoire marchent ensemble, d'une certaine façon, avec toutes les contradictions et les ambiguïtés que cela comporte. Certains ont parlé, je crois à juste titre, de l'émergence, l'essor de véritables moments mémoriels dans lequel nous serions aujourd'hui immergés. Alors, je crois qu'on peut parler d'une véritable collision entre histoire et mémoire. Parce que la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, la fin du communisme, ont clôturé le XXe siècle. Ont clôturé le XXe siècle qui est un siècle, un passé qui est très proche de nous, que beaucoup parmi nous ont vécu comme des acteurs. Ça fait partie de notre vécu, ça fait partie de notre mémoire. Mais en même temps, c'est un passé vécu et donc vivant, mais c'est un passé que nous avons archivé, c'est un passé qui n'appartient plus à notre présent. Nous sommes conscients d'une séparation qui s'est établie par rapport à ce passé. Et donc, écrire l'histoire du XXe siècle signifie écrire l'histoire d'un siècle qui s'est terminé, qui s'est achevé, mais qui nous interpelle en permanence, qui constamment sollicite notre propre subjectivité. Je parle de la subjectivité des chercheurs et des historiens. Et cela crée des télescopages, des interférences permanentes entre passé et présent. On est dans une sorte on chemine, on marche en équilibre sur un fil tendu entre le passé et le présent. C'est le fil de la mémoire. Subjectivité signifie aussi transfert au sens presque psychanalytique du terme, c'est-à-dire des empathies qui se créent vis-à-vis des acteurs du passé. Alors la question du rapport entre histoire et mémoire, pour moi, est fondamentale et je pense que pour écrire l'histoire, certaines prémices sont nécessaires. Pour écrire l'histoire, il faut définir un objet comme un objet historique. Et après 1989-90, le XXe siècle est devenu un objet historique. On peut écrire l'histoire du XXe siècle. On peut historiser le XXe siècle. On peut penser historiquement le XXe siècle. Pour écrire l'histoire, on a besoin de sources et c'est un aspect, disons, que tous les historiens savent jusqu'à quel point c'est problématique d'accéder à certaines sources, les sources dites sensibles,
qui sont fermées parfois des décennies après un événement. Mais la notion même de source s'est transformée au fil des années. Autrefois, les sources étaient les archives, les documents déposés. Aujourd'hui, la notion d'archive et la notion de source a connu un élargissement extraordinaire. Tout est devenu une source. Même les objets, les sons, les images, tout constitue une source susceptible d'être exploitée par l'historien. Et même la mémoire est devenue une source pour les historiens. Il y a des événements du passé qu'on peut comprendre, pénétrer, explorer seulement grâce au témoignage de ceux qui les ont vécus. Mais évidemment, s'il s'agit de sources, il faut les objectiver et donc les utiliser, les soumettre aux critères d'analyse, de vérification, d'analyse critique, comme pour toutes les sources par lesquelles on écrit l'histoire. Mais pour écrire l'histoire, il y a une troisième prémisse qui est indispensable et qui est fondamentale, puisque l'histoire ne s'écrit pas dans le vide. On n'est pas des érudits, les historiens ne sont pas des érudits qui s'enferment dans leur laboratoire pour rédiger un récit. L'histoire s'écrit toujours au présent, et donc pour écrire l'histoire, il faut être sollicité par une demande sociale de connaissance. Les historiens essayent de répondre à cette demande sociale de connaissance. Et cette demande sociale de connaissance est portée par la mémoire. La mémoire au sens le plus large du terme, la mémoire comme ensemble, non seulement comme vécu individuel et comme ensemble de souvenirs qui nous habitent, chacun de nous, donc une mémoire qui peut être plus ou moins riche, mais la mémoire au sens des représentations collectives du passé, qui sont façonnées par la transmission de la mémoire, les cadres sociaux de la mémoire dont parlait Altvax, qui s'effritent, qui se délitent, qui deviennent de plus en plus problématiques dans le monde liquide d'aujourd'hui. Mais la mémoire qui est portée par d'autres vecteurs qui sont aussi l'industrie culturelle, les médias, les politiques mémorielles des États, des pouvoirs politiques centraux et locaux, etc. Tout un réseau d'associations qui agissent dans la société civile, on pourrait donner et aujourd'hui même la mémoire qui est façonnée aussi par une véritable production législative, les lois mémorielles, cet encadrement juridique du passé qui peut-être sera stoppé par le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé ces derniers jours sur ce problème. Eh bien, l'écriture de l'histoire se fait dans ce contexte. Et donc, si les historiens essayent de répondre à cette demande sociale de connaissance qui est portée par la mémoire, encore une fois, la collision entre histoire et mémoire est permanente. L'interférence entre histoire et mémoire est un nœud central dans l'écriture de l'histoire. Eh bien, ce que je constate, et qui pour moi est une interrogation qui fondamentale, j'ai l'impression que beaucoup de mes collègues ne se la posent pas autant qu'il faudrait. Eh bien, le XXIe siècle a pris forme, se dessine aujourd'hui dans un monde privé de tout horizon utopique,
ce qui caractérise ce début du XXIe siècle, c'est l'éclipse des utopies, c'est la chute des utopies. C'est une différence majeure par rapport aux 2 siècles qui ont précédé le siècle actuel. Le XIXe siècle est né avec la Révolution française, qui a projeté, disons, son élan utopique sur tout le long XIXe siècle. Ça a été l'idée de progrès qui a dominé, l'apparition du socialisme. Le XXe siècle est né avec la Grande Guerre, avec ce trauma, ce cataclysme, l'effondrement de l'ordre libéral 19e, mais la Grande Guerre a engendré la Révolution russe. Et la Révolution russe a porté une autre utopie, a créé une autre utopie qui a dominé tout le XXe siècle, pour le bien et le mal. Mais, on ne peut pas penser le XXe siècle sans cette utopie qui a mobilisé des millions et des millions d'hommes et de femmes dans la planète. Une utopie qui a survécu même au régime qui était né de octobre 1917, parce que en 1968, je citais tout à l'heure le cas du printemps de Prague, il y avait des chars soviétiques qui intervenaient à Prague, mais il y avait quand même des mouvements de contestation qui, portés par cette utopie, se mobilisaient à l'échelle globale. Donc le XXe siècle a été le siècle, certains disent, de la violence, des guerres, des génocides, a été le siècle de la décolonisation, mais a été aussi le siècle des révolutions, a été aussi le siècle du communisme. Et ces phénomènes sont embriqués l'un dans l'autre. L'histoire de la décolonisation est très embriquée avec l'histoire du communisme. Eh bien, le XXIe siècle s'ouvre dans un monde de sans utopie. Pour parler avec un historien célèbre, Reinhard Koselleck, qui définit un peu l'histoire comme une tension entre le passé et le futur. C'est cette tension entre le passé comme champ d'expérience ou le futur comme horizon d'attente. Eh bien, cet horizon d'attente a disparu. On ne le voit plus. Certains historiens ont même forgé, comme François Hartog en France, la notion de présentisme. C'est le présent qui domine. Nous vivons une accélération permanente dans un monde. Il faut aller toujours plus vite pour que rien ne change, finalement. Eh bien, un monde privé de son horizon utopique est un monde dont le regard est tourné vers le passé. D'où l'essor de la mémoire, ce moment mémoriel dont je parlais. Et à ce regard rétrospectif, le XXe siècle apparaît comme le siècle de la violence, le siècle des guerres, et il y a une figure qui domine un peu ce paysage mémoriel, une figure qui est celle de la victime, des victimes. Le XXe siècle devient le siècle des victimes, et les victimes deviennent en quelque sorte les héros du XXe siècle. Il y a toute une série d'études sur cela. Cela, évidemment, induit une certaine vision, engendre un peu une certaine vision du passé. Par exemple, deux thèmes qui sont un peu que j'ai essayé d'élaborer dans mon livre. Par exemple, le communisme dont je parlais, écroulé à 1989-1990, je pense que ce tournant n'a pas été que la fin d'un régime politique ou d'un système de pouvoir, ça a été vraiment la fin d'un cycle historique et la fin d'une utopie. Et
la tendance qui s'est installée après ce tournant était celle de voir le communisme d'une manière très unilatérale. Le communisme qui est un phénomène très complexe, très contradictoire, il y a plusieurs communismes, plusieurs visages, plusieurs faces. Il y a un communisme révolutionnaire et un communisme bureaucratique, un communisme totalitaire aussi dans l'Union soviétique et dans certains pays satellites. Il y a un communisme décolonisation, les mouvements de libération nationale, anti-impérialiste contre le colonialisme qui étaient aussi portés qui s'identifiait au communisme. Il y a aussi un communisme social-démocrate, on pourrait dire. Dans certains pays, que sais-je, j'ai vécu la grande épopée du Parti communiste italien. Le Parti communiste italien était en Italie disons une version peut-être un peu plus radicale à cause de la résistance de la social. Mais c'était un parti qui a reconstitué un tissu après 20 années de fascisme, de la société civile, qui a reconstitué un peu une démocratie, un communisme qui a donné aussi un sentiment qui a transformé les classes subalternes qui avaient été toujours exclues de toute forme de véritable citoyenneté, les a transformés en sujet politique et leur a donné aussi un sentiment de dignité et une culture politique donc il y a eu plusieurs communismes. Mais aujourd'hui, la tendance dominante est celle à ne voir le communisme que dans une seule dimension, qui est celle du totalitarisme. Bon, totalitarisme égale communisme égale totalitarisme. Le XXIe siècle, c'est le siècle de la démocratie libérale anticommuniste, forcément. La notion de révolution qui a dominé l'historiographie, qui a été présente dans l'historiographie pendant tout l'après-guerre, et c'était à partir de ce concept qui était une catégorie interprétative, analytique, forte. On pouvait interpréter plusieurs expériences historiques. Maintenant, a tendance à être un peu marginalisée, voire évacuée. Précisément, ici en France, le XXIe siècle coïncide avec le bicentenaire de cette grande vague de commémoration que certains ont qualifié d'enterrement symbolique de la Révolution. Et puis, la guerre civile espagnole qui est aujourd'hui interprétée aussi par la catégorie de génocide. Vous voyez le déplacement dans la figure des acteurs du passé, ou la notion de révolution qui entre en force dans l'historiographie du fascisme. Le fascisme qui est, par plusieurs historiens, et très important, des historiens de grande qualité, qui interprètent le fascisme comme révolution. La révolution fascisme, c'est une révolution symbolique, culturelle, esthétique, essentielle. Dans ce contexte, je crois que surgit aussi ce que j'ai défini, faute de meilleure définition, un certain malaise chez une génération d'historiens qui est peut-être aussi la mienne, une génération d'historiens, mais disons de chercheurs dans les sciences sociales, qui s'est formée à une époque dans laquelle recherche et engagement citoyen ou politique au sens large était presque indissociable. Une époque très différente de la nôtre. Et donc ce nouveau contexte, je pense, nous pose des questions, nous interpelle, comme on dit,
Et je dis ça sans aucune forme de nostalgie. Un historien est un historien critique, et non pas un bon historien est un historien critique, et non pas un militant ou quelqu'un qui défendrait des positions, des postures idéologiques. Mais je crois qu'il y a comme une certaine mélancolie, une rémémoration un peu mélancolique sur une époque qui s'est achevée et qui s'est achevée aussi avec la destruction de beaucoup d'illusions, avec la fin de cette utopie qui a été si importante pour une partie du monde contemporain. Eh bien, je ne vois pas pointer, je ne vois pas se dessiner quelque chose qui pourrait constituer une nouvelle utopie. Alors, je vais vous rassurer, je ne porte pas un jugement définitif. Je crois que les choses peuvent évoluer, peuvent se modifier, changer. Je l'espère aussi. Mais pour l'instant, je crois que c'est dans ce contexte-là que l'on travaille, que l'on vit, que l'on pense, que l'on pense le passé. Donc je m'arrête là pour ouvrir un peu le débat, s'il y a des questions. On parle de révolution, mais à propos des pays arabes, le mot revient. Mais alors ma question ne porte pas là-dessus. En ce moment, je suis un peu obsédé par Jean Kelevitch, sur lequel je vais publier un livre. Quel a été, à votre avis, est-ce qu'il a joué un rôle dans le fait, sous des gouvernements qui étaient un peu ambigus par rapport à la responsabilité française et par rapport au judéocide du gouvernement de Giscard, de Pompidou et, il faut le dire aussi, de Mitterrand. Et alors, est-ce qu'il a joué un rôle positif ou quelquefois par des excès de langage négatifs? Derrida l'a critiqué dans le fait qu'il parlait de l'allemand en faisant une substance, sans parler. Donc même ses propres organisations comme l'UJRE disaient, mais enfin, il y a eu des résistants allemands, etc. Donc, quel est son rôle, à votre avis, pour un historien comme vous? Et enfin, est-ce qu'il peut y avoir des excès de mémoire, comme le disait Ricoeur? Peut-être les mauvaises langues diront que c'était pour couvrir ces ambiguïtés. Il y a un numéro de Philo Magazine qui cite des textes un peu ambigus de lui et d'autres. Mais est-ce que ça peut exister aussi? Je ne sais pas, je réponds tout de suite ou est-ce que on peut... Vous souhaitez prendre plusieurs questions? Ça m'est égal, mais je ne veux pas monopoliser la parole. S'il y a d'autres questions, je peux... Bon, on va en prendre 3, 4. Je profite en fait. Ma question est la suivante. Vous dites qu'il n'y a pas d'utopie qui se pointe. Il me semble que je ne poserai pas tout à fait mon regard comme ça pour deux raisons. La première, c'est qu'en réalité, il me semble que le développement en fait de cette farce qui s'est converti en idéologie qui est le néolibéralisme en tant qu'idéologie dominante, a quand même beaucoup influencé en réalité la vision qu'on peut avoir de l'histoire. Hobsbawm, il périodisait en réalité ce qui s'est passé d'une manière, me semble-t-il, assez pertinente, mais du fait qu'il y a une chape qui se met sur les regards des gens, ça va avoir des conséquences quand même pragmatiques. Ça ne s'enseigne pas dans les universités. Donc ça formate en réalité une vision de l'histoire. Et donc du coup, et par conséquent, le résultat de cela, c'est qu'on n'a plus aujourd'hui l'impression qu'il y a de nouvelles idées. Or, on peut avoir une sorte de mélancolie de ce qui ne s'est pas produit, comme une émancipation, parce que vous l'avez très bien expliqué, on a la vision tout à fait réductrice qu'il ne s'agit que de totalitarisme. Mais néanmoins,
il y a un certain nombre d'essais qui ont quand même des traductions tout à fait palpables aujourd'hui, des mouvements et des demandes, puisque c'est votre définition de l'histoire, il faut qu'il y ait une demande sociale, des demandes d'un mieux vivre, tout simplement. Et pour cette espèce de demande de mieux vivre, il y a aussi, en réalité, un regard à avoir sur les possibilités et les perspectives qu'on peut amener à partir de ce qui ne s'est pas produit, mais qui reste présent dans ce qui va se produire. Autrement dit, il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas dupes et qui considèrent que malgré un certain, on va dire, critère dominant qui consiste à dire, voilà, on ne peut pas faire autrement, c'est la fin de l'histoire, etc., toutes ces fantaisies, qui consistent à répéter systématiquement, il y a quand même une résistance des gens qui se disent, ce n'est plus la peine d'insister, on a compris. Et donc, du coup, il y a une révolte qui est majoritaire, qu'il y a de partout. On a dit dans les pays arabes, mais il y a de partout des gens qui se révoltent. Donc, me semble-t-il que la question qui se pose, c'est pourquoi ces idées nouvelles ne surgissent pas? Parce qu'on a l'écume dont vous avez parlé de l'événement. Peut-être agir, oui. et puis après, Oui. de l'autre côté de la salle, je vous laisserai Oui, faire parce un que peu de s'il y a déjà matière Voilà. à discussion, voilà. Alors, je partirai de Yankelevitch pour venir ensuite à la question des utopies aujourd'hui liées aussi à l'expérience des révolutions dans le monde arabe. Évidemment, constitue une nouveauté très importante. Bon, moi, je pense que Yankelevitch, en particulier, je pense que vous faisiez allusion au texte célèbre de Yankelevitch sur l'imprescriptible. Ce texte prend toute son importance si on le situe dans son contexte intellectuel et historique. C'est-à-dire, il faut historiser ce texte. Comme il faut historiser, par exemple, le célèbre aphorisme d'Adorno sur « après Auschwitz, on ne peut plus écrire des poèmes ». Il s'agit de prises de position qui ont une très grande force intellectuelle, philosophique, symbolique, dans leur contexte. Si on si on leur attribue une dimension suprahistorique, ou si on les arrache à leur contexte et on leur leur attribue comme ça une dimension générale, et si on les transfère mécaniquement dans le monde d'aujourd'hui, je pense que on risque de faire une opération discutable sur le plan intellectuel et politiquement absurde. Il s'agit de prises de position qui se justifient et se comprennent dans l'après-guerre, dans l'Allemagne de Adenauer, une époque où on avait des ex-nazis qui devenaient ministres des gouvernements, des premiers gouvernements de la République fédérale allemande, quoique le texte de Yankelevitch est même antérieur à la naissance. Et eh bien, il s'agissait d'affirmer avec force une mémoire qui était étouffée dans l'espace public. On pourrait trouver des définitions similaires chez Jean Améry, par exemple, ou même chez Primo Levi. Mais dans le contexte actuel, avec une république fédérale d'Allemagne qui a créé à côté, au cœur de Berlin, à côté du Parlement, Reichstag, à côté de la porte de Brandenburg, ce gigantesque mémorial, le Holocaust Mahnmal, qui rappelle les crimes du nazisme, évidemment, continuer de répéter la formule de Yankelevitch risque d'être
quelque chose de complètement anachronique ou de incompréhensible. Alors, je ne dis pas que les problèmes sont réglés et que nous vivons dans un monde où domine une vision irénique et tout, où où le nazisme serait un passé révolu. Où la formule de la Vergangenheitsbewältigung, la maîtrise du passé, on peut contrôler. Non, je ne dis pas cela. Mais le contexte n'est plus celui de l'après-guerre. Et puisque vous parlez des abus de mémoire, effectivement, je pense que, notamment concernant la Shoah, il y a eu des abus de mémoire. Il y a eu des abus de mémoire et il y a eu la tendance qui est aussi compréhensible dans une certaine mesure, la tendance qui a été la réaction à un très long refoulement de la Shoah dans la culture d'après-guerre, là, une focalisation qui est devenue obsessionnelle autour de la Shoah. Et la formule que je trouve, j'ai la plus grande admiration pour Claude Lanzmann comme cinéaste et réalisateur d'une œuvre immense comme Shoah, qui a marqué une étape fondamentale dans l'élaboration de la mémoire de la Shoah dans le monde contre. Mais quand même, la formule qu'il assume, qu'il reprend chez un SS et qu'il assume comme propre, hier ist kein Warum, il n'y a pas de pourquoi. Donc la Shoah ne doit pas être un objet de réflexion critique, mais seulement un objet de culte mémoriel. Ça, c'est un abus de mémoire. Et cela, je pense, s'est transformé dans une sorte d'obstacle épistémologique. Et sur le plan pédagogique, par exemple, enseigner le passé comme ça à des adolescents, je pense que c'est désastreux. Ça peut avoir des effets très... Et on le voit parfois. Ce qu'on définit par une formule qui est très désagréable, mais parfois réelle, les guerres de mémoire. Les mémoires des victimes qui deviennent des mémoires en compétition l'une avec l'autre. C'est aussi une dérive qui tient à des abus de mémoire. Parce que c'est quand même, dans l'espace du monde occidental, c'est la Shoah qui est devenue le socle de la et c'est autour de la mémoire de la Shoah que se sont construites d'autres mémoires. Est devenue une espèce de paradigme auquel se sont assimilées d'autres mémoires de violence, de souffrance, de persécution. Et je pense qu'aujourd'hui, un des efforts de l'historiographie consiste, une fois reconnue la singularité historique de la Shoah, une fois restituée à la Shoah sa place dans l'histoire du XXe siècle, eh bien, il faut inscrire la Shoah dans l'histoire. On ne peut plus l'étudier in vitro comme s'il s'agissait d'un événement qui aurait ses propres causes, sa dynamique, comme si... Bon, il y a des livres d'histoire qui sont très importants, qui ont marqué une étape fondamentale dans l'historiographie de la Shoah, mais qui étudient la Shoah comme si la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas eu lieu, comme si la Shoah était un processus endogène. Avec cette confrontation entre... penser l'histoire du XXe siècle à partir de ce paradigme comme une confrontation binaire entre des persécuteurs et des victimes signifie non seulement appauvrir la complexité du passé, mais donner une image qui est peut-être un miroir déformant. Je pense qu'il faudrait faire très attention à cela. Alors, le cas des révolutions dans les pays arabes, me semble-t-il, confirme ce que je disais tout à l'heure. D'une part, l'autonomie de l'événement. Il y a là quelque chose que personne n'avait prévu et qui a cette portée d'éruption qui est très forte, et nous sommes tous admiratifs pour disons, ces jeunes qui font tomber des régimes militaires par des mobilisations et parfois, on voit ce qui se passe en Syrie en ce moment.
Donc il y a quelque chose qui échappe à des logiques géopolitiques contraignantes. En même temps, on voit bien que ces révolutions, au-delà des aspirations qui les portent, qui sont évidemment admirables, mais elles souffrent d'un déficit majeur, qui est effectivement ce manque de projection utopique. Parce qu'elles sont orphelines d'une certaine manière, elles sont surgies par une génération qui, dans des sociétés portées par une génération qui n'a plus l'islamisme politique est entré en crise. Elle peut se recycler, disons, prendre une forme politique plus traditionnelle et obtenir des résultats importants. Mais ce n'est plus, disons, la parabole de l'islamisme politique qu'on a connue dans les années 90 tend à s'épuiser. Le panarabisme n'est plus, rien n'existe plus. Ce qui avait été un courant dominant à l'époque de la décolonisation. Le socialisme n'est pas et donc, voilà, il y a comme un manque de perspective, une absence de projet. Hein, qui n'est pas la faute de ceux qui descendent dans la rue, mais qui est la conséquence d'un contexte global dans lequel nous sommes. Et cela vaut aussi pour tous les mouvements que l'on connaît. Occupy Wall Street, c'est au cœur de l'empire financier, ces jeunes qui se mobilisent, c'est quelque chose de très réjouissant et d'espoir. Hein. Mais quand même, là aussi, il n'y a pas une perspective. Et je le dis parce que je pense qu'il faut en être conscient pour essayer la formule d'un philosophe marxiste américain, d'ailleurs, Friedrich Jameson, qui disait « Dans le monde d'aujourd'hui, est plus facile penser la fin du monde, précisément, que la fin du capitalisme. » Parce qu'on est parvenu à naturaliser le capitalisme, qui fait que tout le monde est outré par le capitalisme n'est plus comme en 1989, la fin de l'histoire, le paradis sur terre, le futur de prospérité, de bonheur universel. Avec la crise actuelle, personne n'y croit plus. Mais quand même, on n'a pas d'alternative. Jusqu'à la fin du XXe siècle, eh bien, il y avait le capitalisme, mais l'existence même de l'Union soviétique, avec tout ce qu'on pouvait, ce qu'elle avait de repoussant. Hein. Mais il y avait dans la conscience l'idée qu'il y avait une alternative possible, que le capitalisme n'était pas la seule forme possible d'organisation de la société du monde. Aujourd'hui, cette alternative n'existe pas. J'ai cette impression. Alors, peut-être que à Athènes va surgir, je le souhaite, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Et donc, je pense que ce regard un peu mélancolique tient préciser la question pourquoi il n'y a pas d'utopie, parce que nous sommes encore sous le poids de cet effet cumulatif d'une défaite qui est une défaite historique. Et donc il faut reconstituer un projet, et ce n'est pas quelque chose de ça. Puisqu'on parlait des révolutions arabes, il y a une mémoire postcoloniale qui est en train de se développer et qui est quelque chose de très important et je pense une des tendances les plus porteuse d'espoir dans le débat culturel aujourd'hui. Mais même cette mémoire postcoloniale, je trouve, elle se focalise beaucoup plus sur le souvenir des victimes que sur le souvenir des luttes d'émancipation. De quoi est-ce qu'on parle de l'esclavage comme crime contre l'humanité, des lois... on parle de la souffrance, ce qu'on
inscrit dans notre mémoire et dans notre conscience historique, c'est la souffrance des colonisés, et non pas les colonisés comme sujets historiques qui ont été capables, Haïti par exemple, de renverser, de briser les chaînes de leur oppression. Je pense qu'il y a nous sommes prisonniers de ce regard, de cet horizon. Bon. Il y a d'autres questions. Bonsoir, j'ai une petite question que je vais essayer de développer un petit peu à partir de ce que vous venez de dire. Je voulais simplement vous demander d'abord si vous pouviez développer votre définition de l'histoire comme une tenaille dont les deux manchons, les deux broches seraient le passé et le futur, et qu'il n'y aurait pas de présent. Enfin, non, je sais plus comment vous avez dit ça, mais en gros, la question c'était est-ce que le présent n'est que l'actualité, et que l'actualité, comme disait quelqu'un, je ne sais plus qui, mais entre le tic et le tac d'une seconde, et que avant le tic c'est déjà le passé, c'est déjà l'histoire et pas encore le futur. Dans tout ce que vous venez de dire, ce que j'en perçois en tout cas, si le paradigme si la Révolution française est le paradigme de la Révolution tout court, et s'il n'y a plus d'utopie, s'il n'y a plus d'avenir, est-ce que la seule utopie actuelle, ce serait l'écologie? Enfin, ou est-ce que l'écologie vous paraît être l'utopie du moment, et qui cherche donc sa transformation politique ou son oui, voilà. Bon, je reste là sur ma première question. En fait, si vous pouviez surtout revenir sur votre définition de l'histoire, et puis donc en termes politiques, est-ce que l'écologie vous paraît être l'utopie du moment ou pas? Oui, moi je voudrais dire que ça m'aide, enfin ce que vous dites et ce que vous écrivez, ça m'aide à penser, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles effectivement ça m'aide beaucoup. Alors justement, par rapport à ce que vous dites, je ne sais pas si ce que vous dites m'aide plus à comprendre le livre de Hobsbawm aux armes citoyens, ou si c'est le contraire, mais je trouve effectivement que c'est une illustration qui est remarquable. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous ne faites pas seulement des livres, hein, et Anne Charmasson n'a pas parlé des articles. Or, il y a les articles que vous écrivez sont effectivement remarquables. En particulier, il y a des articles dans la revue des livres qui sont extrêmement marquants, hein, donc, qui m'ont marqué. D'autre part, un autre point que vous avez dit au niveau de l'évolution de l'histoire et de l'événement, il y a quelque chose d'événementiel qui existe à l'heure actuelle dans l'histoire, dans l'enseignement de l'histoire, dans lequel il y a un retour de l'inspection générale vers le refus de l'événementiel total, et quelque chose qui est totalement rétrograde de ce côté-là. C'est peut-être anecdotique, mais ça existe aussi. L'autre côté aussi, au niveau de la mondialisation, donc vous en avez parlé un petit peu, c'est qu'effectivement, on est quand même eurocentré ou occidentaux-centré de façon extraordinaire, et vous en avez parlé un tout petit peu, mais effectivement, les visions différentes, hein, celle de Saïd ou celle effectivement, le bouquin Les Jacobins Noirs de 1938 est le plus beau livre d'histoire sur la Révolution que j'ai jamais lu. Une troisième, ou vous voulez déjà réagir? Je peux réagir avec plaisir. Merci pour vos remarques. Alors, ma définition de l'histoire, c'est une vaste question. L'histoire est un discours critique sur le passé. Je pense que si on veut donner une définition synthétique, mais pertinente de l'histoire, eh bien l'histoire, c'est cela. L'histoire, en tant que discours critique sur le passé, qui doit respecter toute une série de règles, hein,
s'écrit toujours au présent. C'est la raison pour laquelle, depuis toujours, eh bien, notre vision du passé change. Dans 50 ans, on aura une perception du XXe siècle différente par rapport à celle dont on discute maintenant ici. Inévitablement, parce que dans 50 ans, eh bien, notre postérité apportera un regard différent sur le passé par rapport à celui qui est le nôtre. On continue depuis 2 siècles à écrire des histoires de la Révolution française et on en écrira encore pendant 2 siècles qui sont toujours différentes les unes des autres parce que nos regards sur le passé se modifient. Alors, cela veut dire que l'histoire est jusqu'à un certain point de vue, est une fabrication du passé. Ce récit, le récit, il faut l'inventer. Mais cela ne veut pas dire, rassurez-vous, je ne suis pas partisan, disons, d'un postmodernisme radical qui dirait l'histoire c'est un discours ou une pratique discursive, l'histoire n'est pas qualitativement différente de la littérature parce que les bons historiens d'ailleurs sont aussi des bons écrivains, sont ceux qui écrivent et on a du plaisir à les lire, donc il n'y aurait pas de différence. Oui. Bon, les historiens partagent avec les écrivains le fait d'écrire. Bon, et l'histoire s'écrit, l'histoire est un récit, mais l'histoire s'écrit. Quand je parlais des sources, je citais les sources parce que ce n'est pas un aspect secondaire. Je crois que c'était Desserteau qui disait cela, c'est la fictionnalisation du réel. C'est-à-dire on peut inventer un récit, mais on l'invente à partir de données qui sont objectives, on est contraint à ce socle factuel qui est celui de... Mais là, ça reste quand même un énorme espace pour projeter dans le passé toute une série d'attentes, d'expectatives, de soucis, de préoccupations, d'obsessions qui hantent, qui habitent le présent. Hein? Donc je pense que le débat sur le bicentenaire ou le débat autour du livre noir du communisme, toute cette vague historiographique des années 90 sur le communisme. Tous ces débats historiographiques nous parlent beaucoup plus, je trouve qu'ils sont beaucoup plus utiles pour comprendre la conjoncture intellectuelle et politique dans laquelle ils ont eu lieu, plutôt que pour comprendre le passé. Le débat très riche qui a eu lieu en France en 1989 autour du bicentenaire, on peut l'historiser aujourd'hui et il nous dit beaucoup sur la France de 1989. Autant au moins que sur la France de 1789. Hein. Je pense qu'il faut être conscient de cela, sinon moi je suis un historien, je fais de la science, j'élabore quelque chose qui est objectif. Ça, d'accord, je peux vivre dans l'illusion d'être l'incarnation de la science, mais reste le fait que tout le monde pourra dire ce que j'écris a des rapports très forts avec le monde qui est celui dans lequel je vis. Et puis, alors la question de l'écologie, oui, j'en ai pas parlé, mais je pense que si une nouvelle utopie va se dessiner, elle intégrera un souci d'ordre écologique. Je pense que tout le monde sera d'accord avec cela. Et d'ailleurs, dans mon livre, quand j'évoque Koselleck et cette histoire brisée d'une certaine façon, parce que cette tension entre le passé et le futur, d'une certaine façon, a été paralysée, bloquée. Hein. Champ d'expérience et horizon d'attente, je reformule
cette idée en parlant d'un changement de paradigme. On est passé du paradigme du principe espérance, das Prinzipshoffnung, Ernst Bloch, le grand philosophe de l'utopie, hein, le principe espérance qui a dominé le XXe siècle. On est passé à un autre paradigme qui est le paradigme de Hans Jonas, das Prinzip Verantwortlichkeit, le principe responsabilité, et au centre de ce principe responsabilité, il y a un souci d'ordre écologique. Et on ne peut pas penser un autre bon, le slogan des altermondialistes, un autre monde est possible. Bon, c'est un très beau slogan. Le monde n'est pas une marchandise. Je suis parfaitement d'accord avec cela. Ça peut être un levier, un point de départ pour se battre contre un ordre injuste et qui est en train de nous conduire vers une catastrophe. Et donc, mais sauf qu'on n'arrive pas à définir un autre monde possible. Oui. Nous reconnaissons tous cette exigence, mais on n'arrive pas à définir les traits. Autrefois, on disait oui, c'est le socialisme. Maintenant, bon, je ne sais pas. Il y a tout un débat autour du communisme, Badiou, Rancière, Zizek, c'est très intéressant. Mais j'ai parfois le sentiment que c'est un débat philosophique très abstrait qui va remplir un vide politique, qui remplace un vide politique. Et donc, certes, l'écologie sera une dimension d'une utopie à construire. Mais une écologie très différente par rapport à l'écologie politique qui existe aujourd'hui, qui est, j'ai l'impression, une forme de gestion d'un ordre qui, précisément, est le plus anti-écologiste qui soit. Donc, je ne vois pas, voilà, dans les forces de l'écologie politique, je parle des partis qui sont qui ont un poids dans leurs différents pays, sociétés. Je ne vois pas, voilà, un élan utopique qui, si on prend le cas des Verts allemands, qui est quand même le parti le plus important en Europe, c'est un parti qui a connu un processus d'institutionnalisation et on va dire, extrême depuis sa trajectoire. Et puis, alors, la question de sur la manière avec laquelle, comme ça, le néolibéralisme qui est très discrédité sur le plan idéologique et politique, mais comment peut-il non seulement survivre, mais rester quand même dominant? Je crois que le cas de l'éducation nationale que vous évoquiez, dans le cas de l'université, je peux le confirmer, je crois que nous y sommes en plein dedans. Désormais, les universités, tous les masters, il suffit de prendre n'importe quelle brochure qui nous présente un master d'une quelconque université de France ou de Navarre, de n'importe quel pays de l'Union européenne. C'est exactement une brochure qui est conçue d'un point de vue du langage, de l'esthétique, comme les brochures des entreprises. C'est un feuille publicitaire d'une entreprise. Et nous sommes tous de gauche dans certains départements, mais nous sommes tous prisonniers de cette logique. Le master qui doit être compétitif, innovant, on a intégré le langage de la communication cela montre comment ce discours néolibéral est, pour parler un terme gramscien, hégémonique. Il y a des détails, alors je lisais la presse italienne qu'à Rome, il y a un mouvement de la gauche radicale qui avait mis des affiches pour saluer la mémoire de Steve Jobs, l'inventeur de la révolution. C'est anecdotique, ça n'a aucune importance, mais c'est révélateur d'une subalternité idéologique au néolibéralisme qui est effrayante.
Et je pense que nous en sommes là. Donc il faut faire un gros travail. Lorsque je parlais de la mélancolie, c'était une... Comment dire, c'est dans ce livre, les dernières pages, c'est une allusion à Benjamin, qui est aussi un historien, un philosophe de la mélancolie, mais aussi un philosophe français qui était un ami qui a disparu récemment, Daniel Ben Saïd, qui disait le poids des défaites s'inscrit dans les visages de ceux qui veulent penser un projet alternatif, mais qui portent la mémoire des défaites subies. C'est quelque chose qui peut être aussi enrichissant et fructueux, parce que si on veut repartir, il faut bien métaboliser les défaites, si on peut apprendre de cela. Mais je pense que pour l'instant, nous sommes encore dans cette phase. Peut-être nous allons en sortir, je l'espère, mais je n'ai pas l'impression que... Attendez, il faut prendre le micro. Il y a un monsieur aussi qui a demandé... Très court, juste pour... Est-ce que le temps médiatique empêche l'histoire aujourd'hui? Enfin, quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas d'avenir, est-ce qu'il y a trop de présence, justement, par trop d'informations en temps réel, etc. etc. Je vais être bref. Est-ce que le retour de religion aujourd'hui, dans notre modernité, ce n'est pas une dimension utopique? Comme disait René Girard, il y a le retour de religion. Et c'est très visible dans le monde arabe. On voit les jeunes, ils ont fait la révolution. Les élections, c'est les islamistes. C'est vrai, il y a plusieurs Corans à l'intérieur des islamistes. On le voit bien avec des vagues d'évangélisation en Afrique et en Amérique latine. Un peu moins en Europe, mais il est très très fort aux États-Unis. Est-ce que le retour de religion dans notre modernité, ce n'est pas une dimension d'utopie? Merci. Oui, ça c'est une question très intéressante en effet. Mais J'aime beaucoup René Girard. En ce moment, je oui. René Girard. Oui, mais moi je donnerais une réponse négative. C'est-à-dire, je pense que ce retour du religieux qui répond à un besoin qui est de plus en plus ressenti, et mais c'est une panacée. Voilà, la religion permet de remplir un vide, mais ce n'est pas c'est une utopie de substitution, mais ce n'est certes pas comparable aux utopies qui sont apparues au XXe siècle. Alors, dans la théorie politique, par exemple, on parle beaucoup de religion politique, de religion séculière. Les religions séculières, c'est aussi une question qui touche à l'œuvre de René Girard, même si lui, dans une dimension beaucoup plus anthropologique. Moi, je travaille dans un département de sciences politiques. Pour la théorie politique, les religions séculières ont pris la place des religions anciennes, des religions traditionnelles, et effectivement peuvent incarner des utopies, mais les religions politiques ou les religions séculières lancent l'idée de l'homme nouveau, par exemple. L'homme nouveau, c'est une idée qui est centrale aussi bien pour le communisme que pour le fascisme. Et alors, moi, je ne suis pas de ceux qui disent communisme et fascisme, c'est la même chose, parce que c'est les deux monstres totalitaires du XXe siècle. L'homme nouveau communiste et l'homme nouveau fasciste ne sont pas les mêmes, ils sont très différents l'un de l'autre. Mais quand même, je ne vois pas dans, par exemple, l'islamisme politique, cette idée, cet élan utopique. C'est plutôt un rejet de la modernité qui peut s'approprier certains outils de la modernité, qui peut très bien s'accommoder de la modernité.
les terroristes islamistes savent très bien manier Internet, les téléphones cellulaires, satellitaires et conduire des avions. Il y a les salafistes, par exemple, qui portent une autre idéologie. Alors, moi, je ne suis pas mais même les salafistes, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un rejet de la modernité qui ne regarde pas vers le futur, mais plutôt vers le passé, hein, qui veut rétablir, leur projet, c'est d'établir une théocratie, une espèce de un système dominant. Et ce n'est pas une utopie. Ou alors, voilà, au sens de Ernst Bloch, c'est une utopie de l'ordre, c'est une utopie régressive qui regarde vers le passé plutôt que vers l'avenir. Il y a quelque chose qui, en Europe et notamment en Allemagne, pendant la première moitié du XXe siècle, jusqu'aux années 30, il y avait ce qu'on appelait la révolution conservatrice, qui était une vision du monde traditionnelle, conservatrice, réactionnaire, qui était articulée autour des valeurs de la tradition, obéissance, ordre, autorité, etc., mais qui voulait imposer cette vision du monde par des outils qui appartiennent à la modernité au sens technique industriel. Et donc, il y a un islamisme politique qui rentre un peu dans cette catégorie-là. Mais je ne le vois pas comme une utopie, et certes pas comme une utopie émancipatrice. Donc, je pense que les résultats des élections en Tunisie suscitent des conflits avec les forces qui ont porté ces révolutions et les partis qui maintenant s'installent au pouvoir, en tirant les bénéfices j'ai l'impression. Alors les médias, bien sûr, les médias jouent un rôle de plus en plus important dans la définition de l'espace public, cela va de soi, et dans la construction de cette mémoire collective dont je parlais. Un gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est, on l'a vu dans le monde, le rôle qu'ont joué les nouvelles technologies, Internet par exemple, dans des pays dans lesquels ces nouvelles technologies sont beaucoup moins développées que dans le monde occidental. On jouait un rôle capital, alors cela indique aux États-Unis, il n'y a pas de parti, il n'y a pas un mouvement organisé à l'échelle nationale, il n'y a pas de journaux, de revues, c'est un mouvement qui se crée comme un réseau, au sens déleuzien du terme, et qui prolifère à partir de ces nouvelles technologies qui permettent de... Et je me souviens quand j'étais dans le passé, être militant dans les années 70, il fallait organiser une réunion internationale, c'était l'occasion. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de centraliser rien du tout, on peut entrer en communication, en contact avec des gens qui se situent dans un autre continent. Cela fait partie des formes, des pratiques culturelles et des formes de sociabilité des nouvelles générations. Donc certainement, ils vont inventer quelque chose de nouveau. Je ne suis pas en mesure de dire que va-t-il se passer. Pour rebondir sur la question, ça me faisait penser à quelque chose que j'ai lu très récemment. Je repasse. Pour rebondir sur Internet, il semblerait donc que l'informatique, pas seulement Internet, mais que l'informatique tout court fait disparaître en termes de sources, un tas de sources comme les brouillons d'écrivains, les brouillons d'intellectuels, etc. Voilà. Pour vous, en tant qu'historien, pour le coup, et par rapport à la source, quel problème ça vous pose ou quelles questions ça vous pose? Je prends peut-être une dernière question.
Oui, en fait, vous parlez des utopies, par exemple comme le fascisme ou le communisme, et vous dites que la fin de ces utopies est un mal, en fait, le mal de notre temps, mais en même temps, quand on voit les conséquences qu'ont eu toutes ces utopies, notamment au XXe siècle, on se dit que c'est pas forcément un mal, et que le fait de vivre sans utopie, sans idées qui vont aller au-delà de l'être humain, on peut se dire que c'est mieux de vivre peut-être dans le réalisme et d'avoir moins d'idées qui je sais pas, je saurais pas comment dire, mais d'avoir moins d'idées qui vont conduire à des régimes comme on en conduit ces utopies. Oui. Bon, disons, c'est une première question sur le papier. Oui, pour les historiens, surtout ceux qui font de l'histoire intellectuelle, c'est évident que nous ne disposerons pas, surtout dans quelques décennies, nous ne disposerons pas des sources qui sont celles des historiens d'aujourd'hui. L'histoire du 19e et du 20e siècle, l'histoire intellectuelle est faite de gigantesques correspondances. À une époque où la communication passait par l'écrit et par la lettre, et par un écrit qui était inscrit dans un support matériel. Alors tout cela reste, et tout cela n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est évident que cela implique une mutation extraordinaire. Et si on pense aussi au rôle que cette écriture épistolière a joué dans le processus d'élaboration de grandes œuvres, si on lit la correspondance de certains auteurs, on voit le laboratoire des ouvrages qu'ils sont en train de bâtir, de construire. Une histoire intellectuelle du XXe siècle dans la perspective de l'histoire globale, c'est aussi une histoire des correspondances liées à l'exil, aux diasporas. Alors, aujourd'hui, tout cela passe par d'autres vecteurs et d'autres moyens de communication. Alors, et ça, nous le savons, nous tous, les disquettes que nous utilisions il y a 15 ans alors, on ne peut plus les utiliser, ne fonctionnent plus. Alors, tout cela implique une mutation considérable dans la définition même des sources. Mais en même temps, Internet crée des sources nouvelles qui sont incomparablement plus vastes, plus larges que celles dont nous disposions au départ. On discutait tout à l'heure de la digitalisation. Cela fait que quand j'avais 20 ans, j'allais à la bibliothèque, dans une bibliothèque, pour découvrir des sources, à ouvrir les tiroirs d'une bibliothèque, voir les fiches. On faisait des découvertes. Je ne savais pas que ce livre existait. Maintenant, on peut être dans une forêt, il suffit d'avoir une connexion et on peut accéder au catalogue des bibliothèques du monde entier. Cela, nous sommes dans une autre dimension. Alors, bien sûr, cela implique une perte extraordinaire, mais je ne veux pas adopter une posture purement romantique. C'est l'idée que affirme, c'est le débat entre Benjamin et Adorno, pour parler en termes philosophiques. Benjamin, qui, dans son essai sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, où d'un côté il constate la perte de l'aura
de l'œuvre d'art, qui n'a plus ce saut de la singularité de l'exemplaire unique, ce qui nous fascine quand nous voyons un tableau mais en même temps, c'est un art qui se démocratise parce qu'il est conçu pour s'adresser à un public de masse. Et donc, il y a une perte d'un côté, mais il y a des immenses potentialités qui s'ouvrent de l'autre côté. Adorno, lui, il ne voit que la perte de l'aura. Et donc, pour lui, toute la modernité, c'est seulement réification, aliénation. Et c'est certes cela. Mais peut-être qu'on peut travailler, disons, à l'intérieur du monde réifié. Ce qu'ont fait les révolutionnaires égyptiens et tunisiens, par exemple. Hein, qui n'ont pas utilisé, n'ont pas affiché les portraits de Steve Jobs, ils ont utilisé les technologies pour en faire un bon usage. Donc c'est toujours un peu... Alors, réalisme, oui, alors là c'est le discours classique. Je me souviens quand j'allais en Allemagne, avant la chute du mur de Berlin, dès qu'on formulait un discours critique vis-à-vis du régime de l'Allemagne fédérale, on disait mais allez de l'autre côté du mur. Bon, c'est bien. Et bon, je ne dis pas que c'était un argument totalement dépourvu, effectivement. Ce serait difficile de dire on vivait mieux à l'Est plutôt qu'à l'Ouest de l'Allemagne. Mais ça risque de devenir un cliché un peu... c'est pas une critique que j'adresse à vous, mais comment dire, on peut en faire un usage démagogique. Et bien sûr, entre la démocratie et le fascisme, je préfère la démocratie. Il n'y a pas de doute à cela. Mais cela n'est pas une bonne raison pour ne pas se poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, comment elle fonctionne et quelles dérives elle peut aussi connaître. Le problème, au fond, c'est cela. Nous avons quitté le XXe siècle, comment dirais-je, accompagné par une musique qui devenait de plus en plus assourdissante, qui n'arrêtait pas de nous répéter que puisque le XXe siècle était le siècle du totalitarisme, bon, la démocratie libérale fondée sur l'économie de marché, c'était le meilleur des mondes. Bon, j'ai l'impression que maintenant, on n'est plus très convaincu de cela. Alors, le problème, c'est d'intervenir toujours dans la réalité dans laquelle on vit. Je pense que si on se battait contre le capitalisme financier pour restaurer le socialisme soviétique, ce serait une bataille perdue d'avance. Mais peut-être, justement, le problème, c'est d'inventer quelque chose de différent. Et aussi de ne pas se voiler la face, parce que là, je suis d'accord avec Rancière, les philosophes, la notion même de démocratie, il faudrait la déconstruire un peu. Ça devient une sorte de simulacre qui est de plus en plus vide. Et là, les médias jouent un rôle dans cela. Et donc, on ne peut pas, au nom des catastrophes du XXe siècle, se résigner à un monde qui prend des traits de plus en plus repoussants aujourd'hui. Bon, une dernière ou je me casse la figure, pardon. Juste, en fait, pour prolonger la question précédente, il me semble, et je vous demande de répondre, de vous prononcer à ces propos, quand même, le fait de dire les idées conduisent au pire, donc arrêtons de penser. Voilà la démagogie dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est la fiction néolibérale qui consiste à dire nous sommes dans le réel, donc arrêtons de penser à notre monde puisque nous sommes bien. Donc, du coup, le vrai danger, justement, le vrai totalitarisme, c'est celui-là. C'est celui qui consiste à dire arrêtez-vous de penser, on pense à votre place, soyez contents, dormez tranquillement. Donc, il me semble que l'historien, il doit aussi, non pas faire justement de la prospective, mais de se dire voilà, les idées de ce type, ce sont celles justement qui ont effectivement conduit au pire. Puisque de toute façon, penser que les choses
sont univoques, c'est déjà une erreur. C'est déjà l'historien qui doit nous éclairer pour nous dire que de toute façon, il n'existait pas un chemin tout tracé. Les choses sont quand même ambivalentes. Le pire peut conduire au mieux. Voilà. Oui, mais alors là, je peux répondre, je suis d'accord avec vous, tout à fait d'accord avec vous, mais là, je ne réponds pas à un historien, je réponds, bien sûr, si le réalisme signifie la formule de Madame Thatcher, « There is no alternative », Tina, bon, alors, si le réalisme c'est dire aux Grecs qu'il n'y a pas d'alternative au plan concocté par la... Bon, alors c'est un réalisme qui ne me plaît pas beaucoup, disons, qui est plus qu'une résignation, c'est une forme d'autolésionnisme, mais comment dire, je peux me prononcer sur cela comme chacun d'entre nous, mais non pas en tant que historien. Alors, cela pour dire, je crois que c'est un legs du XXe siècle et qui produit ce malaise dont je parlais. Le XXe siècle a été aussi le siècle des intellectuels. Le siècle des intellectuels, le paradigme était Sartre, était bien la notion même d'intellectuel est née en France avec l'affaire Dreyfus, et le XXe siècle a été l'âge des intellectuels. Sartre en était le symbole, et bon, aujourd'hui il y a quand même une certaine décadence de ce point de vue. Mais alors, l'intellectuel était celui qui, à partir d'une autorité qui pouvait être plus ou moins grande, parfois très modeste, mais acquise sur la base de son travail, d'écrivain, de savant, de chercheur, etc., intervenait dans la cité, dans l'espace public, pour prendre position sur... alors ça, c'est le legs du XXe siècle, et je pense que c'est l'histoire intellectuelle de ce point de vue-là est une épopée qui a connu ses moments de gloire et aussi de bassesse. Les grands philosophes qui signent des pétitions pour, que sais-je, souscrire au procès de Moscou. Hein. Bon, il y a eu aussi cela, qui intervenaient dans des revues pour dire non, le goulag n'existe pas. Et je le dis parce que j'ai été déporté dans un camp nazi, et donc je sais ce que c'est qu'un camp de concentration. Alors, l'histoire intellectuelle est faite aussi de ces contradictions-là, mais quand même, il y avait l'idée selon laquelle il y avait une réalité qui poussait la culture à intervenir dans la politique. C'est quand même un legs que je trouve qu'il faudrait mettre en valeur, qui est un des héritages les plus... Bon, heureusement, il y a eu des écrivains qui sont partis en Espagne entre 1936 et 1939 pour se battre contre le fascisme. Heureusement qu'il y a eu des intellectuels aux États-Unis qui ont pris position contre la guerre du Vietnam, qu'il y a eu des intellectuels en France qui, pendant la guerre d'Algérie, ont défendu l'honneur de la France. De Pierre Vidal-Naquet à je ressens le manque d'un Pierre Vidal-Naquet voilà, dans la France d'aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que je ne partage pas l'idée selon laquelle cette figure de l'intellectuel désormais serait dépassée et que l'intellectuel serait... Certains même, bon, c'est des idées intéressantes, mais l'intellectuel dont la fonction serait de connecter les segments d'une société complexe,
de Foucault à Noiriel, il y a eu cette tendance à élaborer l'idée d'une nouvelle figure d'intellectuel. Tout cela, c'est intéressant, mais montre comment cette ancienne figure de l'intellectuel est entrée en crise. Et il n'y en a pas une nouvelle qui est apparue, et ceux qui adoptent la pose de l'intellectuel sont souvent un peu ridicules, et qui prétendent, dans le monde d'aujourd'hui, d'incarner voilà, des valeurs. Le problème, c'est d'intervenir sur toute une série de problèmes parce que c'est la réalité qui l'exige, de le faire avec la modestie qui est la nôtre, hein, sachant que, bon, parliez de l'écologie, par exemple. Bon, l'écologie nous concerne tous, et donc je pense que tout le monde... moi, je ne pourrais pas lancer des appels parce que je n'ai aucune compétence pour le faire. Parce que, vous voyez, donc il faut avoir aussi savoir quelle est la position que nous occupons et intervenir à partir de cela. Donc, je récuse une posture qui serait un peu néopositiviste, qui dit mais non, je me retranche dans mon domaine qui est celui de la science, je suis sans interférence extérieure, etc. Mais je reconnais aussi que l'ancienne figure de l'intellectuel devient de plus en plus problématique. Il y a eu Édouard Saïd, par exemple, oui, mais il est mort. Alors, je ne sais pas qui maintenant va prendre sa place. L'utopie doit sinon se réaliser, du moins est-ce qu'on doit considérer que l'utopie doit être mise en expérimentation pour savoir qu'il y avait utopie et que c'était une impasse, par exemple? Et est-ce que l'écologie, à travers ces multiples expérimentations, est une utopie qui se met en acte, qui s'expérimente, et puis on verra ce qui se passe? Je ne sais pas. Alors, en tant qu'historien, je me sens de dire que un discours qu'on a souvent entendu tout au long du XXe siècle, qui consistait à dire il y a eu le totalitarisme, toute idée utopique est dangereuse et potentiellement totalitaire. Hein? Alors, je pense que cette idée fait le lit du totalitarisme. Une dépolitisation de la société prépare le terrain à l'avènement du totalitarisme. Si la notion de totalitarisme a un sens, le totalitarisme, c'est la destruction du politique. Eh bien, si on dépolitise la société, on fait le lit du totalitarisme. Donc, je m'inscris contre cela. Mais, encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner une recette. Je ne sais pas quelle est les utopies surgissent dans la société. On ne peut pas les fabriquer dans un laboratoire. Donc, je propose qu'on arrête le débat. Par contre, pour approfondir, eh bien donc le livre L'histoire comme un champ de bataille, qui est reparu sous une édition plus de poche, voilà. Et effectivement, de nombreuses contributions dans des journaux, des revues comme La Rélie, comme Contretemps, comme Le Monde diplomatique, qu'on conseille aussi de lire. Donc merci beaucoup à Enzo Traverso et à tout ce que vous avez pu nous apporter aujourd'hui. Et je vous invite donc à la prochaine séance du cycle Histoire et Mémoire qui a lieu le 29 mars et qui sera donc une séance où on s'interrogera sur pourquoi écrire une nouvelle histoire de France en 13 volumes chez Belin, donc avec plusieurs des auteurs de ces volumes, donc se posant la question de qu'est-ce que ça veut dire, un peu une série de questions qui a été posée aujourd'hui. C'est donc le 29 mars. Merci beaucoup Enzo Traverso et merci à vous de votre participation. Merci beaucoup.